Just in a hypothetical, a president in the nuclear age, Joe, the nuclear age, when missiles can reach us in an hour or less, is told the words, the country is under attack. He's not told what kind of attack, whether it's nuclear, who the attacker is. You're saying in that situation it's acceptable for a president to sit there for even 7 seconds? The country is under attack. But when a president hears those words at that moment, he's not sure the extent of the attack. And again, whether it's a nuclear attack, whether what went on before that his staff knows about is just the beginning of something. For you to defend a president, to sit there for even, as I say, 7 seconds, let alone 7 minutes in these circumstances, what could be more important for a president of the United States to do than to react at that moment when he hears the words, the country is under attack? It was a surprise attack. So if there was no live television coverage of the first plane hitting the first tower, how do we explain the following comment from George Walker Bush? What was the first thing that went through your head when you heard that a plane crashed into the first? Well, I was sitting in a schoolhouse in Florida. I'd gone down to tell my little brother what to do, and you go ahead and sit down. Just kidding, Jeb. And it's the mother in me. Anyway, I was sitting there, and my chief of staff, well, first of all, when we walked in the classroom, I had seen this plane fly into the first building. There was a TV set on, and, you know, I thought it was pilot error. El FEMA, dice Sonnenfeld, fue convocado ante la emergencia cuando nadie sabía de las características de lo ocurrido todavía en las Twin Towers. En este momento estaba prematura para llamar a FEMA, porque en este momento los medios eran diciendo que un avión pequeño se encostó contra la Torre Norte. No es suficiente para llamar FEMA en este momento. Por ejemplo, en el huracán Katrina demoró 10 días para llamar FEMA. ¿Y en las torres cuánto tiempo tardó el llamado? Como 5 minutos. Debajo del edificio 6, que sí colapsó, funcionaba otra dependencia de la CIA con documentación secreta ubicada en una bóveda subterránea. Sonnenfeld estuvo allí y lo que vio le resultó particularmente raro. Vimos al dentro de esta bóveda que el muro estaba roto y la puerta estaba semi-abierta. Y vimos al dentro y no había nada. Era vaciado completamente. Y ¿cómo es posible para vaciar este bóveda después la primer avión chocó contra la Torre Norte? Si alguien vació esa bóveda antes del ataque, si ciertos edificios cayeron sin razón aparente alguna, si el principal organismo para las catástrofes llegó al lugar cuando el incidente parecía menor, si antes del 11S hubo evacuaciones sorpresivas y cortes de luz misteriosos, el gobierno de Estados Unidos sabía de los atentados de antemano. Tal es la afirmación que Sonnenfeld concluye en un libro de su autoría titulado El perseguido. Es que el camarógrafo tiene asilo político en el país, es protegido día y noche por 2 agentes argentinos, fue acusado de asesinato tras el suicidio de su esposa,
fue absuelto por este cargo en el 2002, pero invocando tal sospecha, Interpol llegó a su casa de Barracas en el 2004 con orden de llevarse todas sus pertenencias y documentos. Lo acusaban, como la frase célebre de las películas, por un crimen que no cometió. Estuvo preso aquí, como antes en Estados Unidos, y no terminaron ahí sus tormentos. Yo fui falsamente acusado, torturado, encarcelado, perseguido en 2 continentes por mi país, porque tenían miedo de lo que yo vi y que yo sabe en mi trabajo antes del World Trade Center y después los ataques del World Trade Center también. Sonnenfeld, como empleado de la Casa Blanca antes del 11 de septiembre, registraba también actividades confidenciales de su gobierno en instalaciones dedicadas al desarrollo de armas químicas y nucleares. Por lo que vio allí, por lo que vio en el Ground Zero y sobre todo por las conclusiones que arriesga en su libro, es que hombres anónimos todavía hoy lo espían en una ignota plaza en este alejado rincón del continente. ¿Por qué lo vigilan? ¿Acaso porque en torno al evento histórico que cambió la historia moderna, la verdad, la completa verdad, Es que el fin de semana antes del ataque del World Trade Center, todo el suministro eléctrico del World Trade Center era cortado por 36 horas en una operación muy inusual. Y en las semanas antes de los ataques, los edificios eran evacuados. Au cours des mois précédant le 11 septembre, une rénovation majeure des ascenseurs a été entreprise dans chacune des 2 tours. Dans la revue Elevator World de mars 2001, on peut lire « La société Ace Elevators a entrepris dans le prestigieux World Trade Center de New York sans doute la plus grande et plus complexe opération de modernisation d'ascenseurs dans l'histoire de l'industrie. » Cela ne veut pas dire que cette société a un lien quelconque avec la possible installation d'explosifs. Mais une modernisation de cette ampleur peut avoir fourni la couverture idéale à une équipe de spécialistes qui aurait ainsi eu accès en permanence à la structure interne des bâtiments. Deuxièmement, des manutentions d'équipements lourds sur les planchers d'étages supposés vides ont été entendues dans les semaines juste avant le 11 septembre. Scott Forbes travaillait pour une institution financière au 97e de la Tour Sud. It must have been at least 4 to 6 weeks before 9/11. It was like rebuilding work going on upstairs. The tenants, the people from Avion who had been there were moved somewhere else. The offices were just vacant. And there was a lot of heavy machinery building work going on. It was almost like pneumatic drills and lots of hammering, so much so that the floors were shaking. That's how noticeable it was. It was almost as if something heavy was being moved and then it was being taken off wheels and it was like boom. Our floor underneath literally shook. You could feel the weight above you. William Rodriguez, employé aux Tours Jumelles depuis plus de 20 ans, se souvient également de ces bruits. As I stood there on the 33rd floor, I heard very strange noises on the 34th floor. I heard very heavy equipment being moved around, and it sounded like dumpsters with metal wheels being moved around, and I got scared because I knew it was an empty floor. Nobody was supposed to be there. As a matter of fact, not even the elevators stopped there. You have to have a special access key to open the door on the 34th floor. Troisièmement, suite aux attentats de 1993, des chiens renifleurs avaient été mis en place pour la sécurité des Tours Jumelles. Mais d'après un agent de sécurité, le jeudi 6 septembre, les chiens ont subitement été retirés sans motif apparent. Et enfin, une coupure générale de courant sans précédent a eu lieu dans la Tour Sud le week-end précédent le 11 septembre. Pour la première fois en 30 ans, tous les systèmes de sécurité du bâtiment ont été coupés en même temps.
Les visiteurs pouvaient aller et venir comme ils le voulaient, y compris dans les zones protégées, sans être vus ou enregistrés par les caméras de surveillance. The previous weekend there had been a power down. Because of the power down, there was a complete breakdown of security that weekend. We had guided tours coming into secured areas by mistake and nobody picking it up because there's no intrusion alarms or anything else. Scott Forbes était également présent pendant la coupure générale. There was a power down in the South Tower on the weekend of the 8th and 9th of September. And it wouldn't have just have affected camera security, it would have affected all the secure systems on doors for either key locks or security badges and so on. To undo them, they weren't working because they're all powered by electricity, so there was no power, there was no backup system, therefore they were all open. What again was the excuse that the Port Authority gave you, Scott, for this 36-hour period of the power being down in the South Tower? The explanation was that there was a recabling exercise to increase the bandwidth of networks that were available in the towers. But what I can recall is that there were plenty of toolboxes, there were plenty of spools of cable, there were men around wearing overalls, they appeared to be like engineers. At the time, it seemed perfectly legitimate what they were doing because this was the story we were given, that there was a recabling exercise. Les débunkers ont raison, il aurait été difficile d'introduire des explosifs sans se faire remarquer. Mais avec une bonne couverture, il était possible de le faire aux yeux de tout le monde sans que personne ne soupçonne ce qui était en train de se passer. Lorsque les États-Unis ont subi l'attaque surprise à Pearl Harbor, 8 enquêtes ont abouti à inculper et à limoger pour négligence le général Walter Short, commandant de la défense à Hawaï, et l'amiral Ashburn Kimmel, commandant en chef de la flotte du Pacifique. Par contre, après la catastrophe du 11 septembre, personne, ni Rumsfeld, ni les chefs de l'aviation civile et de la défense aérienne, personne n'a été puni ou limogé. Général de brigade Montague Winfield. Il a demandé le 10 septembre au capitaine Charles Leydig de le remplacer provisoirement à son poste de directeur des opérations du centre de contrôle du Pentagone à partir de 8h30 le matin suivant. Leydig venait juste de recevoir l'habilitation pour diriger ce centre. Le 11 septembre, Winfield a repris son poste après le crash du vol 93. Capitaine Charles Leydig. Il a pris le poste de Winfield comme directeur des opérations du LMCC au Pentagone le matin du 11 septembre. Général de brigade David F. Worley Jr.
Il dirigeait la base aérienne d'Andrew à proximité du Pentagone le 11 septembre. Richard B. Myers, vice-président de l'état-major des armées. En l'absence du président de l'état-major Hugo Shelton, il était ce jour-là le chef de toutes les forces armées. Le 16 septembre, le pirate du vol 11, Abdelaziz Al-Omari, se présente au consulat américain à Jeddah pour protester. Al-Omari, pilote chez Saudi Airlines, reçoit des excuses officielles de la part des autorités américaines à Riyad. Le 22 septembre, Walid al-Shehri déclare aussi qu'il est vivant. Lui aussi est censé avoir été à bord du vol 11. Chez lui, à Casablanca, au Maroc, l'impertinent al-Shehri clame son innocence. Le lendemain, le 23 septembre, le Daily Telegraph publie les protestations de Saïd al-Hamdi et Ahmed al-Nami, tous deux bien portants et pilotes de ligne en Arabie Saoudite. Le 27 septembre, CBS retrouve Salem al-Hazmi. Selon le FBI, il est mort dans le crash au Pentagone. Mais curieusement, il s'obstine à mener une vie en Arabie Saoudite, où il travaille dans une usine pétrochimique. Peut-être pensez-vous que les noms de Al-Omari, Al-Shehri, Al-Hamdi, Al-Nami et Al-Hazmi ont été effacés de la liste des pirates avec 1000 excuses. Eh bien non. 6 ans après, ces 19 personnes restent les seuls coupables des attentats. Ceci nous amène à la dernière question, qui ne s'adresse pas seulement aux débunkers, mais à tous ceux qui se sentent concernés par la liberté, la démocratie et l'honnêteté de nos gouvernements. Si vous aviez connaissance de l'existence d'indices solides contredisant la version officielle et suggérant l'implication de réseaux mafieux au sein du gouvernement dans ces attaques terroristes, serait-il plus antipatriotique ou anti-américain de demander une nouvelle enquête ou bien de faire la sourde oreille et de prétendre que de tels indices n'existent pas ? La confiance des citoyens dans leurs institutions est d'une importance vitale pour la cohésion d'une nation. Dans ces conditions, cette confiance est-elle mieux servie en niant les indices d'un coup monté ou en traduisant les suspects en justice ?
And if you take a look at the $20 bill, on one side when it's folded, miraculously it looks like there's the Pentagon with the flames coming out of the center. And you turn around on the other side and you see the Twin Towers. I was fooling around with this thing, showing this to somebody in London.